Et bienvenue dans la septième édition de votre émission Le Point avec Abou Ammar, ce rendez-vous débat de la chaîne Blanca TV de son site d'information blancapresse.ma, ambitionne de faire un décryptage des événements liés à l'actualité régionale, nationale au niveau politique, économique, social, diplomatique, sportif, etc. Et après avoir parlé de la rentrée politique, de la loi des finances, du dossier du Sahara, de l'opposition, du football à l'occasion de la Coupe d'Arabe, nous avons commencé la semaine dernière à parler de la gestion de la ville de Casablanca. Vu que le temps n'a pas été suffisant pour pouvoir évoquer tous les sujets que nous avons fixés avec mes deux invités, on a décidé de faire un deuxième round avec Abdallah Abaqel, conseiller de la ville de Casablanca et élu à l'arrondissement de Maarif. Exact. Et mon confrère, le rédacteur en chef du quotidien Al-Bayan version francophone, monsieur Najib Amrani. Soyez les bienvenus. Donc, on a parlé la semaine dernière de la composition politique du bureau, de la majorité, des vice-présidences, des commissions. Et nous avons commencé à parler un petit peu des travaux, du transport, des thématiques plus terre-à-terre qu'au niveau politique. Et on va recommencer là où on a laissé le débat, c'est les chantiers. On en est où? Et ma question s'adresse directement à un élu au conseil de la ville. On en est où de ces chantiers? Est-ce qu'on a une deadline? Apparemment, durant cette semaine, une visite a été prévue de Madame la maire pour le zoo de Heinsberg qui a été annulé à cause des intempéries. On en est où dans tous ces chantiers gérés par Casa Aménagement après avoir à venir sur les SDL? Est-ce que vous avez une visibilité? Non, on n'a aucune visibilité. Nous n'avons aucune visibilité. On n'a pas une meilleure visibilité que le citoyen normal. Puisque la majorité de ces travaux sont pilotés donc principalement par Casa Aménagement. Certains de ces travaux appartiennent à la ville, d'autres non. On va parler par exemple, le Grand Théâtre n'appartient pas à la ville. Donc, il est géré par Casa Aménagement. Dans toute cette confusion, il y a des problèmes de compétences ou d'autorité sur un certain nombre d'éléments qui ne relèvent pas nécessairement des élus de la ville. Et il arrive que les élus de la ville soient les derniers informés sur la programmation d'un certain nombre de travaux ou la date d'ouverture prévue, éventuelle. Enfin bon, on la prend à peu près en même temps que tout le monde. D'accord. En tant que journaliste, est-ce que vous avez des échos sur comment finiront ces travaux-là? Est-ce qu'il y a une date prévue? Non, absolument pas, parce que si même les élus n'ont pas l'information, l'agence officielle nous a gratifié aujourd'hui d'une dépêche très très longue sur les projets en cours à Casablanca. Et là, je me pose la question, tout simplement, qui est derrière ces projets? Qui a eu l'initiative de ces projets? Sachant que le conseil vient d'être installé, vient d'achever ses instances, et du coup, il se retrouve déjà avec une série importante de projets qui sont en cours, qui sont gérés, ça marche. D'ailleurs, la dépêche parle d'un état d'avancement normal, qui est derrière les projets, qui gère les projets, qui fait que ces projets sont dans un état d'avancement normal. Personne ne peut répondre à cette question, et ça, c'est vraiment nous interpelle quant à la légitimité même des élections, parce que ni le rôle de l'élu, ni le rôle des instances exécutives du conseil de la ville n'ont une compétence sur tout ce qui se fait à Casablanca. Et là, à quoi sert tout ça? Pourquoi on a fait des élections si les élus ne contrôlent pas et ne décident pas? Et là, je pose la question, vraiment, la question est ouverte. Oui, la question est ouverte du moment que ce ne sont pas les élus qui gèrent ces prérogatives. Est-ce que ça fait partie de leurs prérogatives, premièrement, et deuxièmement, qui les gère si ce n'est pas les élus et on va dire un chapeautage politique? Ah, mais il y a forcément un chapeautage politique. Le chapeautage politique ne vient pas de l'institution de laquelle elle devrait venir. Voilà, c'est l'OLI, il y a le ministère de l'Intérieur, on le sait, il n'y a pas d'éléments réellement institutionnalisés, mais on sait très bien que de toute manière, en ce qui concerne les réunions de chantier ou les questions d'avancement d'un certain nombre de chantiers ou des choses comme ça, c'est principalement une discussion qui a lieu entre le maître d'ouvrage et le Wali, dans laquelle on n'est pas nécessairement en tant qu'élu impliqué.
c'est ce qui pose problème. C'est cette espèce de transfert de fait d'un certain nombre de compétences. Et au bout d'un moment, ça devient une mauvaise habitude. C'est-à-dire, moi, j'ai entendu dans le conseil des présidents d'arrondissement se plaindre. C'est-à-dire, on ne parle même pas de grands travaux. On parle juste d'un tronçon de rue qui pourrait être... dans lequel des travaux sont censés être engagés, où ils ne sont même pas au courant. Ils sont au courant en même temps que les habitants, que les citoyens de l'arrondissement en question. Donc, et ils se retrouvent en face de citoyens qui leur demandent pourquoi les travaux ont démarré, combien de temps ça va durer, pourquoi ça bloque. Ils n'ont pas de réponse à leur apporter. Il y a cette cacophonie, en fait, qui est liée au fait, à la multiplication d'institutions de tous les côtés, enfin, et sans nécessairement avoir mis en place des organes de gouvernance qui tiennent la route, qui permettent précisément cette fluidité de l'information, la détermination des priorités aussi, par rapport aux besoins réels de la population, pose problème. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose de nouveau, hein, c'est pas quelque chose qui arrive avec ce conseil, c'est juste une situation où visiblement une grande partie de la classe politique locale fait avec le fait que, bon, je le disais la dernière fois, quand les projets sont réussis, ils s'en attribuent le mérite, et quand ça ne marche pas ou c'est retardé, ils disent « Ah, mais vous savez, nous, c'est pas nous qui nous en occupons, c'est tel SDL. » Donc, il y a une espèce d'accord tacite un petit peu entre tout le monde pour ne pas toucher à ça, ce qui pose problème. Enfin, moi, personnellement, ça me pose un véritable problème, parce que précisément la responsabilité par rapport aux citoyens consiste aussi à exercer cette responsabilité qui consiste à prendre des décisions, à décider des priorités et les assumer. C'est pas du tout le cas aujourd'hui. Une question d'un de nos téléspectateurs, Abdelhak Chefnout, qui est derrière ces projets, autrement dit, qui est derrière ces sociétés, entre autres Casa Aménagement. Qui est derrière tout ça? C'est le ministère de l'Intérieur ou c'est les SDL? Quel est le statut des SDL? Non, c'est la loi. C'est la loi. Ils sont installés par des textes juridiques. Donc, qui posent la question des partis politiques qui ont voté ces lois au niveau du Parlement. Parce qu'il fallait faire attention quand même. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dépossédé une instance élue de toutes ses prérogatives. Parce que c'est quoi ces SDL? Ce sont des démembrements de la commune. Ce sont anciennement des services. C'est les fameux services municipaux. Ben, ces services municipaux étaient gérés par des fonctionnaires sous le contrôle d'un exécutif élu. Et ce qu'ils faisaient était décidé en partie par des élus. Quand on arrivait, par exemple, en 92, il y avait en commission, on passait en revue les rues, par exemple, qui devaient être réaménagées. Et on votait, on disait, bon, pas ça, c'est prioritaire, ça parce que c'est une ruelle qui conduit au marché municipal, donc elle est pratique prioritaire, par exemple, quartier. Une fois arrêté, on soumettait ça au conseil qui votait. Et ça y est, les services prenaient on passait les marchés et tout. Mais non, moi je pose la question aussi, marché. Alors, les marchés des SDL, est-ce qu'ils respectent le droit. Le droit. Il y a un droit, le droit des marchés. Le droit des marchés, c'est là où il y a le CPS, cahier de charge et tout ça. Et qu'on contrôle le rôle du bureau d'études, et on passe par la suite au paiement, tranche par tranche. Ben, tout ça, qui le fait aujourd'hui? Est-ce que ces SDL respectent? Est-ce que les appels d'offres se font? Parce que les appels d'offres, obligatoirement, nécessitent la présence des élus. Tu as le président, tu as le rapporteur budget, tu as le représentant de l'autorité, tu as 4 personnes qui devaient en principe signer un marché. Ben aujourd'hui, les SDL, ils font ça avec qui? Si on a fait tout ça, juste pour dire d'abord, parce qu'on a, depuis des années, accusé les élus de tous les torts. Donc, on se rappelle très bien le discours d'un leader politique, légal, D'accord? Ben, les élus, c'est des voleurs.
C'est pour cette raison-là qu'on les a dépossédés. Ça veut dire que ces gens-là, des SDL, ne le sont pas, d'une part. D'autre part, pourquoi on a maintenu les institutions élues, les communes, les conseils? C'est une coquille vide. Coquille vide, avec beaucoup d'argent. On arrête tout pour faire les élections. Pour des conseils qui n'ont aucune compétence. Et qui vous garantit que ces SDL-là, il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de... Qui les contrôle, si ce n'est pas les élus? Si ce ne sont pas les élus, si ce n'est pas la commune, si ce n'est pas la collectivité. Parce que le principe, de ce qu'on connaît en sciences politiques, nous avons deux types d'impôts. Un impôt local et un impôt national. Pour les deux, ces contributions sont assorties de deux droits. Le droit de vote, qui est le droit de contrôle, en fait. Moi, je contrôle ce que les instances élues fassent de mon argent, mes contributions, les impôts, les taxes que je paye, à travers le vote. Je vote quelqu'un qui va voir ce qu'ils font. Maintenant, l'argent va chez les SDL qui sont contrôlés par personne. C'est une intéressante question. Qui contrôle ces SDL-là? C'est la raison pour laquelle j'ai voté contre le budget. On en revient toujours là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, précisément, je suis d'accord, parce qu'on ne peut pas donner de l'argent public, attribuer des dotations à des sociétés, j'ai rien contre le fait, mais qu'on ne contrôle pas. Ça veut dire qu'à aucun moment, on va avoir... Il y a un certain nombre de travaux qui sont pris en charge et par la commune et par l'arrondissement, pour les réfections de rues et tout ça. Mais, comme vous le disiez tout à l'heure, ça c'est à peu près normal. On sait que ça se passe à tel endroit. On a la possibilité de contrôler. On a la possibilité de regarder ce qui est en train de se faire exactement. On a la possibilité de voir aussi si un appel d'offres en bonne et due forme est passé, avec tous ces éléments-là. Dans le cas des SDL, j'avoue qu'on est un peu dans le noir. On est dans le noir le plus complet. Juste pour être un petit peu didactique, quels sont les SDL pour la ville de Casablanca? On va expliquer à nos spectateurs. C'est qui? La plus connue, c'est Casa Aménagement, mais il y en a d'autres. Casa Aménagement qui a un budget supérieur à celui de la ville. Donner une idée du rapport de force, en fait. Donc, c'est service aménagement. Oui, c'est aménagement, mais comme je disais, c'est à peu près tout. C'est tout l'aménagement à Casa. Oui, mais là-dessus, moi j'ai un problème. C'est-à-dire qu'on se comprenne bien, c'est censé être une société de développement local, liée par ses statuts à une commune. Oui. D'accord ? À une ville, à une grande ville. Il est à le statut des... Qu'est-ce qui fait qu'elle est impliquée dans des projets qui ne sont pas de la responsabilité de la ville ? Et qu'en même temps, elle est censée être sous le contrôle. Donc on est sur quelque chose qui n'est pas... Un sable mouvant, on ne sait pas sur quel pied... Qui n'est pas tout à fait clair. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. On a un souci. Justement, précisément, moi je dis, fondamentalement, moi je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas de SDL. J'estime que le rythme avec lequel on va sur les SDL, parce que le problème que j'ai, ce n'est pas la SDL en soi. C'est d'abord, le contrôle de la SDL. Ça ne me dérange pas du tout qu'il y ait une forme de société concernant un certain nombre d'attributions, un certain nombre, pas toutes, pas justement celles auxquelles on est en train d'arriver petit à petit, où il y a un excès dans le... Ça va s'aggraver. Ça va s'aggraver. C'est démocratisé, si on peut dire ça comme ça. Non, c'est-à-dire, en fait, c'est très simple. Il faut arriver à comprendre la démarche. En 2003, il y a 23 000 fonctionnaires municipaux à Kazan. Aujourd'hui, il y a moins de 10 000 fonctionnaires municipaux à Kazan. Qui s'approchent de la retraite. 53% de ces fonctionnaires municipaux ont plus de 55 ans. C'est-à-dire vont sortir à la retraite. Ce qui veut dire qu'on n'est pas en train de découvrir quelque chose qui vient de commencer hier. On est en train de voir une démarche qui consiste à vider, c'est pas vider le Conseil de la ville de ses compétences, ils sont remplacés, de fait, par les SDL. Par des SDL. C'est-à-dire on va vous dire, on ne fait plus de recrutement, on ne recrute plus de fonctionnaires, d'accord ? Et donc s'il y a un manque là, on va le compenser par des SDL. Mais les SDL qui continuent à recruter en même temps. Bien sûr qu'ils continuent à recruter, mais on part du principe... Le problème, c'est qu'on part d'un postulat qui, fondamentalement, est faux. Qui a été dit, qui est en permanence répété, en disant « Non, mais vous savez, le privé, c'est toujours mieux géré que le public. » Oui, c'est faux. C'est archi faux. Et si c'était le cas, les sociétés privées... Moi, j'ai jamais vu un État ou une institution publique faire faillite. J'ai déjà vu beaucoup de sociétés privées faire faillite. C'est pas une règle. Il n'y a pas de raison. Il
il y a un type de fonctionnement, on peut discuter du type de fonctionnement, mais il n'y a aucune raison de décréter, a priori, le privé est plus efficace que le public. Non, c'est pas évident. Le cas. Bon. On voit bien que dans un cas comme dans l'autre, il peut y avoir les mêmes types d'erreurs, éventuellement, il peut y avoir... Bon. Après, c'est dans quel système on insère le tout de manière à gérer de la manière la plus efficace possible. Donc quand on voit vraiment une volonté, en gros, de privatiser toute l'action publique, c'est ça qui est grave. Je veux juste noter, il y a plusieurs SDL actuellement. Je vais juste parler de 2 exemples qui sont un petit peu... alors, il y a Casa Aménagement, Casa Event, Casa BIA... Apparemment, il y a une nouvelle trouvaille. Casa Parking. Casa Parking, il y a... voilà, c'est Casa Transport, qui est aussi... Apparemment, il y a une nouvelle trouvaille qui s'appelle Casa Ressources. Exactement, qui est en cours il y a une SDL qui est en cours de création qui s'appelle Casa Ressources, dont la fonction... là, on est en train de rentrer dans les fonctions régaliennes de l'État. Dont la fonction va être de collecter l'impôt. Et là, on est dans on a basculé. C'est-à-dire, on est en plein... Est-ce que les élus le faisaient auparavant ? Mais il y a des fonctionnaires qui sont en charge, et qui sont pilotés qui doivent être pilotés par les élus. Effectivement, il y a des problèmes de recouvrement, il y a tout ce qu'on... mais qui ne sont pas nécessairement liés au fait que ce soit une gestion publique. Qui sont liés à un certain clientélisme, problèmes de compétences, un peu de clientélisme, un peu de oui, non mais vous comprenez, c'est peut-être pas le moment, on va fermer les yeux sur 6 mois. Enfin bon, il y a des choses comme ça qui sont on va en de l'ordre tout à l'heure parce qu'il y a des chiffres qu'il faudra souligner. On peut parler, mais qui a priori ne nécessitent pas un bouleversement aussi important. Et pourtant, on y va. Et on y va en toute tranquillité. Et l'un des arguments moi, que j'ai entendu de la part d'un élu qui soutenait cette démarche, c'est de dire, de toute façon, ça tombe bien, parce que vous savez, les régisseurs, les communes, la plupart vont partir à la retraite. Donc ça tombe bien. Donc, on est vraiment dans ce cadre-là. C'est-à-dire, on est vraiment dans le cadre de vider les services publics des moyens humains et les transférer, matériels également, puisqu'une partie du budget, encore une fois, c'est pour ça que je proteste sur le fait qu'une grande partie du budget soit transférée à la SDL, matériel et humain, qui vont être transférés à des sociétés privées, où en gros, effectivement, à un moment, il va falloir s'interroger sur l'utilité d'un conseil élu représentant ce sens-là. On est dans... L'autre exemple que je voulais citer, c'est amusant, on m'a posé cette question, de la part de citoyens, donc d'usagers. Si on va prendre les parcs. Les parcs, et là on dit, d'accord, alors les parcs, comment sont gérés ? Alors, la ville fait les travaux, il y a une affaire de superficie, pour les petits parcs c'est les arrondissements, pour plus d'1 hectare c'est la ville, mais la gestion est confiée à une SDL. Qui est Casa BIA, qui a d'autres éléments. Toutes les SDL ont plusieurs fonctions de toutes les... Mais, entre autres, cette gestion des parcs. Or, cette gestion des parcs, c'est là qu'on commence à avoir la poupée russe. Hop, on ouvre, on en trouve encore une autre, et encore une plus petite, et tout ça. C'est Casa BIA qui est censé s'en charger. Mais Casa BIA fait quoi ? Casa BIA ne gère pas le parc directement. Elle le délègue aussi. Elle délègue à des sociétés privées. Donc, les questions de sécurité ou les questions par exemple, d'entretien aussi du parc, pépinière, là où encore il faut se poser la question, comment passe le marché exactement, qu'est-ce qui... Bon. Mais au-delà de cette histoire purement financière de contrôle et tout ça, c'est que dans tout ça, il y a une personne qui est oubliée. C'est l'usager. C'est-à-dire qu'on va arriver à passer un contrat avec... Donc, on confie la gestion du parc à une SDL, qui elle-même confie à une société privée qui va faire un peu ce qu'il arrange. C'est-à-dire, on va avoir des parcs qui vont ouvrir, par exemple, aux heures de bureau. Au lieu d'ouvrir au moment où les usagers, normalement, peuvent accéder au parc. Qui vont ouvrir trop tard, qui vont fermer trop tôt, qui n'apportent pas une satisfaction. C'est un investissement public, c'est de l'argent qui est mis, et qui n'apporte pas pleine satisfaction aux usagers qui sont censés en bénéficier. Donc, et là, on a un souci. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette relation entre l'usager et son élu
est rompu par le système, justement, poupée russe, qui fait qu'au bout d'un moment, il ne sait plus à qui s'adresser. J'insiste, encore une fois, j'insistais d'ailleurs auprès des mêmes personnes qui m'ont posé la question en disant « Oui, continuez à m'embêter parce que je suis votre élu, il faut que j'aille suivre... N'allez pas prendre des raccourcis vers la société de sécurité qui est chargée ou à Casabéa. Enfin bon, on est censé normalement répondre aux citoyens. » Najib, est-ce que vous entendez cet argument-là qui dit que voilà, on veut aller vers la région, qui est la plus haute autorité au nom du texte de loi, la plus haute autorité au niveau local et régional. Voilà, c'est comme ça, le conseil de la région aura un pouvoir, aura son mot à dire sur la SDL. Est-ce que c'est le cas concrètement? Non. Aujourd'hui, pour donc, revenir ni au conseil de la ville, ni au niveau régional. Les élus, partout, n'ont aucun pouvoir. Ça a commencé déjà avec le Parlement, avec les caisses. Il y a énormément de caisses, de fonds. Qui sortent du budget. Voilà, qui sortent du budget. Les élus n'avaient pas leur mot à dire. D'accord? Au niveau maintenant de la ville, parce qu'il faut revenir sur ça, cette histoire de le privé gère mieux que le public. D'abord, ce sont deux ordres différents, primo. Deuxièmement, c'était l'argument qu'on nous a vendu à l'époque des privatisations. Alors, on a privatisé énormément d'entreprises marocaines. Donnez-moi une entreprise marocaine, excepté Maroc Télécom, qui a réussi. Et Maroc Télécom est resté dans le giron de l'État. Et Maroc Télécom a été géré par un commis de l'État. D'accord? C'est quelqu'un qui était ministre, qui était directeur en 83 de la communication, des télécommunications au Maroc, qui est resté à la tête de Maroc Télécom. D'accord? Samir. Drapor, General Tire. Donnez-moi une seule entreprise qui a été privatisée. Ce privé magnifique qui gère. D'abord, ce sont deux ordres différents quand il s'agit de la ville de Casablanca, de la commune. Le privé, c'est un bilan. D'accord? Il y a l'actif, il y a le passif, il y a un chiffre d'affaires, il y a des bénéfices, il y a... D'accord? Alors, réussir en entreprise, c'est quoi? C'est réaliser des bénéfices. C'est dégager des dividendes pour les actionnaires. Pour les actionnaires. Purement et simplement. C'est mercantile. Comme dans le cas, par exemple... public, parce qu'au début, le texte fondateur des SDL, qu'est-ce qu'il disait? Elles vont gérer tout ce qui est... toutes les activités à caractère industriel et commercial. Déjà, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Aménagement. Parce que, c'est quoi le bénéfice dans l'action d'une commune? C'est la satisfaction de l'usager. C'est ça, le bénéfice. Comme on a dit la dernière fois, la politique, c'est quoi? C'est le bien-être de la collectivité. Quand vous construisez des stades, quand vous améliorez la circulation, quand la signalisation marche, quand il y a des marchés, des souks, une activité culturelle, ça, c'est pour l'intérêt de la ville. J'ai où sortir dans ma ville, il y a la lumière et la sécurité et tout ça. Ben, c'est ça le bénéfice. Le bénéfice, c'est ma satisfaction en tant que citoyen. Alors, une entreprise privée ne peut pas calculer ça, il peut pas, parce que ça coûte combien? On dira. Alors, Casa Aménagement, Casa Parking, Casa Transport, Casa BIA, Casa Recette, c'est des entreprises privées, avec des actionnaires, ils doivent réaliser des bénéfices. Non, c'est plus compliqué que ça quand on voit l'actionnariat. Enfin bon, mais c'est pas, mais c'est une question de gestion. Mais j'aime bien l'approche. Par exemple, Casa Parking, c'est parfait. C'est la gestion d'une activité commerciale. Ça me convient parfaitement. Oui. C'est leur taf. Les stades, pas de problème. Les stades, par exemple, oui. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, moi, j'ai pas de souci avec ça. Le problème, c'est quand ça va trop loin. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on va regarder? Ou est-ce que le commercial... Non, de fait, non, il n'y a pas que les espaces verts. Il y a tout ce qui est la gestion des déchets. Il y a là, Casabéa, c'est très très large. Il y a tout un champ de. Mais ça, c'est ni commercial ni industriel. C'est une question qui me taraude. Qui contrôle qui? C'est Casabéa ou la LIDEC? Est-ce que la SDL Casabéa a un droit de regard sur ce que fait la LIDEC, par exemple? Non, l'assainissement solide, c'est pas la LIDEC. Non, c'est pas la LIDEC. C'est hors du contrat de la LIDEC. Non, je parle de la gestion des déchets, par exemple, pour Puizzorno, pour... les déchets inertes restent de gestion déléguée. Oui, alors, il y a la collecte des déchets, d'accord? Il y a un contrat concernant la collecte des déchets. Il y a la gestion des déchets, c'est un autre contrat. Et il y a les déchets, ce qu'on appelle les déchets solides. Des chantiers, donc pas
pas les déchets ménagers, hein, qui sont... Bon, là, c'est la ville. D'accord ? Donc, il y a des éléments qui sont délégués et des éléments qui restent en propre. Sur pas mal d'éléments qui sont en propre, c'est Casabéa qui s'en charge. Mais c'est Casabéa aussi qui gère le contrat du prestataire de collecte des déchets, hein, qui surveille. Donc, il y a des éléments comme ça, un peu qui... Encore une fois, je dis, c'est pas clair, parce qu'il y a un tel entremêlement de responsabilités. On ne sait pas qui fait qui. Qui fait quoi. Moi, qui surveille qui chapeaute exactement, qui fait quoi. Exactement. Après, derrière, s'il y a une relation étroite entre la ville et la société de développement local, c'est très bien. C'est pour ça que je dis, il faut juste nuancer. Le problème n'est pas de dire « Ah, il ne faut pas de société de développement local et il faut revenir à la gestion directe ». Peut-être que sur un certain nombre d'activités, et ça, on peut le comprendre. On n'est pas... Je suis socialiste, mais il y a un moment... Bon, il y a des choses qui sont... On peut comprendre que sur une activité commerciale, il vaut peut-être mieux avoir une société qui gère ça plutôt qu'un service public, plutôt que des fonctionnaires. Pourquoi pas ? J'ai pas de souci avec ça. À partir du moment où le contrôle et l'autorité restent chez l'institution élue. D'accord ? Et sur certaines activités... Par exemple, collecter l'impôt, non. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Il faut un changement constitutionnel pour ça. Dans la collecte, dans la collecte des impôts au niveau de l'État, il y a quand même des hiatus qui posent un véritable problème, hein, dont on parle assez peu et tout ça, c'est le fait de dire qu'il y ait des primes à la collecte d'impôts qui peuvent conduire à des comportements qui ne sont pas tout à fait dans les règles. C'est-à-dire l'État est censé être neutre. Si on veut, c'est toute la différence entre le statut d'un fonctionnaire qui doit obéir à une loi, qui doit respecter une certaine neutralité, et d'un salarié qui doit faire du rendement pour une société. Enfin, d'accord ? Donc, ces différences de statut font que normalement, on doit avoir à l'œil le fait que, oui, si les parkings sont mieux gérés, ça fait plus d'entrées, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Par contre, si la collecte d'impôts est liée à des primes versées à des gens sans scrupules qui vont arriver et collecter avec tous les moyens, on n'est plus dans le service de l'usager. Donc il y a des éléments qu'il faut arriver à mesurer avant de se lancer soit dans le tout public, soit dans le tout privé. Mais dès qu'il y a de la stratégie et du service à l'usager, des éléments stratégiques sur lesquels on ne peut pas... J'ai énormément critiqué le fait que les contrats de gestion délégués, parce qu'on délègue à des entreprises privées qui recherchent le profit des éléments stratégiques, et quand on arrive à un point aussi grave que de se retrouver soudain dans une métropole comme Casablanca sans bus, du jour au lendemain, et à un moment, on est en train là, on paye le prix de ce type de démarche. C'est-à-dire, ce qui est stratégique doit rester dans le giron du public. Najib, c'est une question que... Voilà. Ces sociétés, quelle est la différence? C'est pour être un petit peu didactique vis-à-vis de nos spectateurs. Quelle est la différence entre une société de gestion déléguée et une SDL? Et est-ce que c'est pas la même chose en fin de compte? Non, oui, c'est la même chose. C'est-à-dire que les SDL, on leur a délégué des prérogatives de la commune. Bon, déjà, ça pose énormément de problèmes. C'est irréversible. Non, c'est une question de statut. Il n'y a pas de raison. Rien n'est irréversible. C'est un contrat. Dans le cas de la LIDEC, c'est un contrat. Ça, c'est la gestion déléguée. Ça, c'est la gestion déléguée. Même pour le parking, ils ont délégué. C'est quoi? Non, c'est la SDL. La SDL appartient à qui? La SDL appartient... Alors, c'est là qu'il faut s'intéresser à l'actionnariat. Non, parce que la prérogative appartient totalement à la commune. Les parkings appartiennent à la commune. Oui, bien sûr. Si quelqu'un vient les gérer, il faut une délégation du propriétaire, qui est la commune. Oui. Donc oui, mais dans une société dans laquelle la commune a des billes. La différence entre la SDL et la gestion déléguée, quand on parle de gestion déléguée, on parle de donner à une société entièrement privée, à 100%, avec des actionnaires, des gens qui cherchent à gagner de l'argent. Voilà, Alsa, l'IDEC, bon, d'accord. Comment dire, on lui délègue un département, un service. D'accord ? Quand on parle de SDL, c'est pour ça que je parle moi plus du contrôle de la SDL que de l'existence même des SDL. Dans les SDL, il y a de l'actionnariat public. Généralement, la CDG. Oui.
Généralement, la CDG. Mais la CDG, mais aussi la ville. Non, La ville a des parts sociales. sociales. La ville a des parts sociales dans un certain nombre de SDL. Après, le problème des pourcentages et du poids réel et de la présence dans les conseils d'administration et de l'orientation, c'est autre chose. Une petite question. La présence de la CDG c'est quoi? La CDG, c'est une banque. Oui. Banque d'affaires qui gère énormément de fonds, dont les fonds de la CIMR, par exemple. Donc, il doit gagner de l'argent. Oui. Est-ce que Là, c'est on rentable? revient, parce que SDL ne rapporte rien. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc la CDG, des fonds que lui remet la commune, il pompe ses propres intérêts pour rendre un service. Il gagne dans cette affaire. Bien sûr, en théorie. Maintenant, je suis d'accord. On va pas s'étendre sur je suis pas nécessairement fou de joie de voir la CDG dans le capital de CSDL. C'est pas ce que j'ai dit. Je dis juste que dans la constitution de CSDL, en principe, il faut revenir peut-être à la base, qui est le contrôle des SDL par les institutions élues. Est-ce que ça veut dire le point fondamental, encore une fois, je dis, c'est pour ça qu'il faut distinguer deux choses. Pourquoi j'ai parlé des parkings? Parce que, d'abord, il y a une réalité. Quand vous lancez, et ça s'est fait à plusieurs reprises, un appel à manifestation d'intérêt concernant la gestion d'un parking à Casablanca, vous n'avez pas de réponse. De fait, il faut déjà se rendre compte que, fondamentalement, ça n'intéresse personne. Parce que la rentabilité de la gestion d'un parking est nettement inférieure à l'immobilier, à machin. Bon. Oui. Donc, en gros, on ne trouve pas nécessairement preneur. En même temps, il faut des solutions parking. On est bien d'accord. Bien. Donc, on est obligé de faire des parkings. D'accord. Et de manière à ce que ces parkings soient au moins gérés à l'équilibre ou qu'ils tiennent à peu près la route, c'est-à-dire qu'ils soient gérés correctement, on va dire, on va les confier à quelqu'un qui les gère pour nous. Mais qui nous appartient. C'est toute la différence. C'est pas de la gestion déléguée. On n'envoie pas quelqu'un, on va pas chercher une société à qui on va déléguer la gestion des parkings. On le gère. Le problème ne se pose pas à partir du moment où j'ai des reportings et des... Voilà, c'est tout. Là, c'est une question de relation hiérarchique respectée entre la société de développement local et ceux qui sont censés être leur patron, qui est le conseil de la ville. Donc, si j'ai bien compris, les SDL échappent au contrôle, plus ou moins échappent du contrôle. Mais est-ce que les sociétés de gestion déléguées sont sous le contrôle des élus, par exemple? Non. Aussi. Bien sûr que non. Non, les sociétés... Écoutez, donc il y a la gestion déléguée, pour qu'on n'arrive pas à confondre. Un comité qui a été élu pour superviser les travaux de la LIDEC et tout le monde voulait en être. Oui, parce que les questions... Mais il ne va pas... Oui, mais après, derrière, on a un retour d'expérience. Hein. C'est-à-dire que sur la gestion des bus, on peut pas... C'est très difficile de faire pire. C'est très difficile de faire pire. Ouais, c'est-à-dire qu'en gros, je vais vous dire, quand vous passez un contrat avec quelqu'un, normalement, vous êtes censé le contrôler. Ça ne se fait pas. Pourquoi ça ne se fait pas? Parce qu'en fait, c'est pas vous qui avez passé le contrat. Enfin, voilà, clairement, on va dire les choses, voilà, parce que vous n'avez pas passé le contrat. On vous a imposé un truc, on vous a dit, boum, voilà, il faut signer là, il faut signer là. Et dans le contrat d'Alsa. C'est-à-dire, on est en train de répéter exactement la même chose, et en s'attendant à des résultats différents. C'est l'élément avec la LIDEC. Est-ce que les élus peuvent superviser et dire... Oui, il y a un comité de suivi. Un comité de suivi. Il fait quoi concrètement? Pour le cas de la LIDEC, après on va en parler d'Alsa pour finir avec les transports. Je veux vous dire une chose concernant, je l'avais dit déjà à certains élus. Pour la LIDEC, c'est un service délégué. Service délégué, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que moi, usager, je suis en rapport avec la commune. J'ai une relation avec la commune. La commune a délégué le service à quelqu'un d'autre. Je reste toujours l'usager de la commune. En principe, les réclamations, la gestion des réclamations des citoyens devait se faire par l'intermédiaire de la commune. C'est-à-dire qu'au niveau de la commune, vous devez avoir un bureau de la LIDEC pour aller protester si vous avez un problème. Ce qui n'est pas le cas. Donc vous êtes traité avec... pour un service municipal qui est la distribution de l'eau et l'assainissement. Ce sont deux services municipaux. Ils sont traités par une entreprise cotée en bourse. Nuance, c'est très important. Oui, qui est censé faire des bénéfices, qui est censé maximiser ce profit. C'est pas le cas. Un service municipal n'est pas censé faire des bénéfices. Le seul bénéfice qu'il doit... C'est le bien public. C'est le bien-être de la population, c'est le confort des citoyens marocains. Bon. Moi, je vais revenir à la question industrielle et commerciale. Par rapport à la SDL. Je peux parler, par exemple, des marchés de gros. Oui.
Je sais pas si ça existe. Je voulais juste quand même faire une petite remarque concernant cette histoire de gestion déléguée par rapport aux éléments stratégiques. Oui. Parce qu'il faut aussi se rendre compte d'une chose, même avec la meilleure volonté du monde, on sait qu'il y a eu des comités de suivi qui n'ont pas fonctionné correctement, qui n'ont pas fait leur boulot. Enfin bon, ça on le sait. On en a la preuve puisque tout le contrat précisément des bus était dans ce cadre-là. On a vu qu'ils ne s'étaient pas réunis, qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Bien. En supposant que ce soit le cas. Le problème que j'ai avec les éléments stratégiques, transport, distribution d'eau et d'électricité, c'est que à partir du jour où vous avez apposé votre signature sur le contrat de délégation, vous êtes immédiatement, comme instance élue, en position de faiblesse. C'est fini. Est-ce qu'il n'y a pas un contrat programme où on peut Comment ça obligé? Quelles sanctions vous pouvez trouver? Se libérer du contrat, par exemple? Et après? Vous vous libérez du contrat, regardez, trouvez une société. Ben c'est ce qui s'est passé. Mais vous en êtes passé par 3-4 mois sans bus. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on vous tient tellement. C'est-à-dire, c'est pour ça que je dis, il ne faut jamais déléguer le stratégique. C'est qu'en fait, la société à laquelle vous avez délégué ce service public, en fait, vous tient. C'est fini. Le rapport de force est complètement déséquilibré. Demain, si Alsa s'énerve et décide d'arrêter les bus, vous êtes fini. Vous avez un énorme problème. Quel type de sanction, dans le cadre de ce type de programme, on dit la LIDEC. Quel type de sanction on peut envisager concernant? La loi ne prévient rien, l'Égypte. Et après, même si la loi, dans la pratique, il y a un moment, il faut bien se rendre compte que ces contrats, c'est ce qu'on ne dit pas, c'est ce qu'on n'ose pas dire, sont des contrats léonins. Dès le départ, vous vous retrouvez, à partir du moment où vous avez apposé votre signature, vous êtes en situation de faiblesse. Pourquoi? Parce que la force de dommage que peut créer la société délégataire est sans commune mesure avec ce que vous pouvez, de quels moyens, les moyens de la sanctionner. C'est énorme. Sans oublier une chose, ça c'est comme le sida. Le sida, il s'attaque à quoi? À l'appareil immunitaire. Aujourd'hui, la commune de Casablanca est incapable de gérer la distribution de l'eau et de l'électricité. L'ancien RAD, la régie autonome de distribution d'électricité, où il y avait des cadres compétents que la LIDEC a récupérés, c'est fini. La LIDEC a aujourd'hui des cadres, les financiers, tout ça. Tu ne peux pas les reprendre aujourd'hui. Tu ne peux pas. C'est extrêmement compliqué. Tu ne peux pas gérer ça. Aujourd'hui, la ville de Casablanca... C'est un savoir-faire qui s'est perdu, il y a plein d'éléments. Grâce ou à cause du départ volontaire. C'est ce qui s'est passé avec l'arrivée de la LIDEC. La RAD avait toujours des problèmes de canalisation. Parce que les Français, quand ils ont quitté le Maroc, ils ont pris les cartes. La cartographie. Ils l'ont ramené quand la LIDEC est venue. Ils ont réussi à résoudre tous les problèmes rapidement parce qu'ils ont ramené avec eux les cartes. Ben maintenant, ils vont partir, ils ne vont pas te laisser les cartes. Et crois-moi, il y a un sacré problème avec ces gestions déléguées, avec ces SDL. C'est comme pour nous, par exemple. Quand vous avez cessé de faire quelque chose pendant longtemps, vous arrêtez de faire du sport. Mais les SDL, pardon, c'est différent. Non, les SDL... par exemple, la distribution de l'électricité... Qu'on n'aura pas les fonctionnaires. Non, il faut des fonctionnaires, il faut une supervision, il faut trouver des moyens, il faut arriver un peu de créativité sur un certain nombre d'éléments et partir du principe que les choses ne sont pas identiques. C'est que chaque élément qui fait partie des responsabilités, par exemple, de la commune, va avoir des spécificités qui vont appeler à une certaine créativité en termes de gestion. Mais aujourd'hui, on aurait une SDL qui est chargée de la distribution de l'eau et de l'électricité, ça ne me dérangerait pas. C'est mieux que typiquement, on est vraiment... Oui. Ça, c'est industriel et commercial. C'est pas grave. Avec éventuellement dans le tour de table un certain nombre de compétences techniques qui permettent d'avoir, et c'est industriel et commercial, et ça doit faire des gains. Mais tant que ce n'est pas entièrement délégué... On va aller dans ce sens. Voilà. C'est-à-dire des sociétés mixtes qui tiennent à peu près la route, mais il n'y a pas de souci. C'est pour ça que je dis, à un moment donné, qu'on ne mette pas le souci de la gestion déléguée et la question des SDL. La question des SDL est très largement liée au fait que les statuts ne sont pas clairs, les autorités et responsabilités ne sont pas claires, qu'il y a une gestion de fait qui se fait tout par le haut et terminée, et vous, il faut dire amen. Et ça, c'est très largement lié au fait
quand on dit l'institution élue ne sert à rien, il faut aussi être un peu mesuré. C'est-à-dire que si l'institution élue avait le courage de se rebeller... Oui. En disant, mais vous venez, c'est ce que je disais. Moi, je veux bien. SDL, mais pas avec les moi, je veux bien donner à Casabéa, par exemple, sur tel ou tel projet, 60 millions de dirhams de l'argent public. J'ai pas de problème. Mais il faut qu'elle vienne me l'expliquer. Bien sûr. C'est pour ça, on ne fait pas dans l'automatique. Mais au moins, avec et ça, c'est la responsabilité des élus. On va pas se cacher derrière la SDL. C'est-à-dire, si les élus n'ont pas, parce que finalement, vous tenez les cordons de la bourse. C'est vous qui donnez l'argent. Mais avec les sociétés de gestion déléguées, il y a un contrat-programme. Si vous ne demandez pas la contrepartie, il faut vous en prendre qu'à vous-même. Il y a un contrat-programme avec les sociétés de gestion déléguées, par exemple, et qui ne le respectent pas. Même avec les SDL, c'est difficile, on a du mal à dire que les statuts ne sont pas clairs, mais avec les sociétés de gestion déléguées, c'est plus ou moins clair. Par exemple, il y a un contrat-programme, il y a... voilà. Mais par exemple, prenons le cas d'Alza pour finir avec le transport. Par exemple, elle était censée ramener combien de bus? Elle en a livré combien? Non, Alza n'est pas responsable de l'achat des bus. C'est pire que ce que vous pouvez croire. Alza n'est pas responsable de l'achat des bus. Tout le hangar de la Dynabus. Alza ne prend que la part 780 bus. La plus juteuse de l'affaire. Alza vend des tickets et transporte des personnes. Ce ne sont pas ses bus. Elle n'investit pas dans les bus. Qui investit dans les bus? C'est le conseil de la ville. Non, c'est même l'intérieur. L'intérieur a acheté la première fournée. On est sur Alza. C'est très simple. Alza n'achète pas de bus. Là, on est. Et la maintenance? Là, on commence à s'interroger. Non, je pense que la maintenance, je crois que c'est. Ils ont la maintenance. Et je pense qu'ils ont la maintenance. C'est-à-dire que de toute façon, on leur donne les bus. Il faudra combien de bus, concrètement? Alors, le contrat prévoit, on est loin du compte. Alza commence à protester en disant qu'elle veut poursuivre la ville, d'ailleurs, pour des indemnités. Parce que... C'est la meilleure, c'est là. Oui, c'est comme ça. Je vous dis, c'est pas possible. On se met... dans des situations on se met dans des situations qui sont inextricables. C'est-à-dire que d'office, c'est pour ça que je dis, il faut faire très attention. Du jour où vous signez un contrat de gestion déléguée, de par l'expérience qu'on voit là maintenant, vous vous mettez à la merci d'une société privée qui fait de vous ce qu'elle veut. Justement, j'aimerais revenir sur une déclaration de Maître Amrani à un magazine de la place, où il disait, à l'origine, les SDL, il y avait une défaillance, à l'origine de la crise des SDL, il y avait une défaillance au niveau de l'ingénierie juridique. Il n'y avait pas suffisamment de consultations pour faire en sorte qu'on ait des modèles de statut qui définissent les relations de manière professionnelle. Déjà, il ne fallait pas aller dans tous les sens, rester sur ce qui est commercial et industriel. Parce que là, j'ai comme l'impression que le cerveau d'en haut, qui est derrière ces histoires de SDL, cherchait plus le budget qu'autre chose. Là où il y a l'argent, parce que Casa Aménagement, même quand on était dans la commune classique, la partie importante du budget allait à l'aménagement. À l'aménagement, c'est normal. Mais dans des cas, par exemple, Casa Aménagement a plus de budget que le conseil de la ville. Donc, oui. Non, c'est parce que dans la nomenclature budgétaire, même les fonctions ce qui coûte cher, c'est l'aménagement. D'accord? L'histoire des parcs, les parcs, c'était au début, je me rappelle, c'était au début des années 90 qu'on a commencé à voir le problème des parkings à Casablanca. Il y a eu une société mixte, privé-public, s'appelait BEMCOM. C'était entre la commune de Sidi Bliout et BMCE. Ça existe toujours, c'est extraordinaire. C'est le parking qui est à côté de Benjdia. Et la société qui le gère s'appelle BEMCOM. C'est une société mixte. Et à l'époque, on avait vraiment journalistes, juristes, professeurs de droit, passé... le texte au peigne fin. Oui, on avait passé le texte vraiment à l'analyse, point par point. Et c'était extraordinaire. Malheureusement, cette histoire. Comme BEMCOM existe toujours, mais d'abord, il ne s'est pas agrandi. Et ensuite, il n'a été submergé par les SDL. Il n'a pas fait école.
C'était ça la première. Maintenant, on n'est même pas... Donc, parce que c'est vraiment ce sont des sociétés d'économie mixte. C'est le public et le privé. Ouais. Semi-étatique. Mais public, ceci nécessite, dans le cas, par exemple, Maroc Télécom est une société d'économie mixte. Il y a le budget de l'État, il y a l'État qui est actionnaire à plus de 30%, et le reste, c'est pour le privé. Une partie en bourse. Ben, le président du conseil de surveillance de Maroc Télécom, c'est le ministre des Finances. Et beaucoup d'institutions sont représentées au niveau du conseil de surveillance. Et chaque année, Maroc Télécom publie ses résultats. Ben, les SDL, j'ai jamais vu les résultats. J'ai oublié, je sais pas. Il n'y a pas eu de rapport annuel. Peut-être qu'il faudrait qu'il soit coté en bourse. C'est une boîte noire. Et ça je dis encore, c'est vraiment le principe qui est extrêmement gênant, c'est qu'on ne sait pas du tout comment ça fonctionne, tout ça. D'accord, on va continuer sur le dossier des transports. On a commencé à parler de Alsa, on a dit qu'il y a un manque de bus. Mais là, on va parler d'une vue d'ensemble avec les moyens de transport en commun. Est-ce qu'avec le bus électrique, Busway, avec le tramway, avec les bus, est-ce qu'on peut dire que Casa est bien doté au niveau infrastructure de transport ? Pour ça, il faudrait déjà connaître... Est-ce que des études ont été faites auparavant avant de signer le contrat avec alors le justement, tram, moi, c'est un peu le souci. tout. C'est un peu le souci que j'ai concernant cette approche. C'est que l'impression générale que ça donne, tout ça, c'est qu'il n'y a pas de stratégie, de fait. Concernant le transport, tout à l'heure, quand on parlait des parkings, c'est important cette notion-là. C'est-à-dire, il faut arriver à comprendre que quand on parle des transports dans une ville, dans une grande métropole comme Casablanca, on parle en fait d'interconnexion entre différents moyens de transport qui vont permettre en fait à un certain nombre d'usagers de se déplacer à moindre coût et sans nécessairement user des voitures qui prennent beaucoup de place et voilà. Pour peu de passagers transportés. C'est le pire moyen de transport existant en termes d'efficacité. Personnes transportées par occupation. Rapport occupation, personnes transportées. Bien. Donc au-delà au-delà de la pollution et de l'ensemble des autres... c'est-à-dire qu'en gros, dans toutes les grandes villes, il faut arriver à comprendre que dans toutes les grandes villes, les solutions vers lesquelles vont ces grandes villes, ce sont des solutions qui permettent d'abord, première chose avant toute chose, limiter drastiquement la quantité de voitures en centre-ville. Dans les endroits les plus... Déjà à Casablanca, on a un problème, c'est qu'on n'a pas véritablement de centre-ville. Non, c'est très mouvant et bon, il y a tout est un peu bouchonné. Il n'y a pas réellement de zone dans lesquelles il n'y a pas de problème de... Voilà. Bon, donc cette réflexion, pourquoi je disais les parkings ? Et par exemple, moi j'avais suivi de très près l'expérience de la ville de Lyon. Cette ville n'avait pas de métro, ni métro, ni tramway, il n'y avait que les bus. Et puis ils ont décidé d'abord de faire des travaux concernant le métro. Donc il faut déjà comprendre fondamentalement que tout ce qu'on nous a servi concernant il n'y a pas de grande métropole sans métro. Sans métro. On va arrêter le débat là. C'est-à-dire que pour transporter une masse importante... Est-ce que c'est rentable ? Mais peu importe, je dirais même peu importe, c'est-à-dire que est-ce que c'est rentable ? Encore une fois, moi je le dis, il faut arriver à comprendre que le transport a un impact économique direct. Si vous arrivez à gagner un point de PIB en faisant gagner aux gens une meilleure mobilité, de manière à ce que l'économie... vous avez gagné, c'est ça la rentabilité. Il ne faut pas faire un petit calcul, un peu, pas regarder au-delà du bout du nez et se dire « Ah, mais combien ça coûte ?» Apprenti comptable. Non. Il faut avoir justement une vision stratégique, c'est-à-dire dire que voilà, on attend de ces opérations-là, comme j'en parlais la semaine dernière, c'est pareil. Quand on a des travaux qui barrent une route, on peut payer une technologie 3 fois plus chère pour ne pas avoir 5 mois d'immobilisation et n'avoir que 4 jours, parce que l'impact économique, de toute façon, en retour, est sans commune mesure avec le coût de l'opération. Donc, c'est un peu cette vision-là, c'est-à-dire qu'il faut avoir cette interconnectivité. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait des stations de métro, et au-dessus de pratiquement chaque station de métro, plus on approche d'autant plus en approchant du centre, mais même en périphérie, parce que la périphérie est très importante, d'immenses parkings. Donc on peut stationner et prendre le métro.
Ben oui, parce que normalement, alors nous, on a un raisonnement, on dit à celui qui va prendre le métro, il va prendre que le métro. Celui qui va prendre le bus, il prend que le bus. Celui qui prend sa voiture, il prend que sa voiture de bout en bout. Mais en fait, le raisonnement est différent. C'est-à-dire, je peux prendre ma voiture pour m'emmener à la station de métro, dans laquelle je trouve un parking disponible, et je prends le métro pour aller à ma destination qui est couverte par le métro. Oui. C'est-à-dire, c'est pas un élément. D'ailleurs, même avec le tramway, j'ai vu un certain nombre de résidents à Bouskoura qui faisaient ça. Ils viennent et ils déposent leur voiture. Ils déposent leur voiture au mieux, voilà, là où ils peuvent trouver de la place, parce que là encore, il n'y a pas de parking suffisant. Enfin, on n'est pas sur. Voilà, il y a juste par hasard un supermarché qui permette en fait plus ou moins de se garer, alors qu'il aurait fallu précisément à côté de ces stations, de façon à faire le relais. Et pareil pour les liaisons, les lignes de bus, les lignes de tramway, les lignes de métro, il faut que ce soit pensé en termes de mobilité. Et oui, on ne peut pas arriver, on ne peut pas dire il y a une compagnie de bus qui fait ses lignes de son côté, la compagnie de tramway décide de son machin, et s'il y a un métro, le métro fait comme il peut. Non, il faut une vision générale et globale d'un ensemble d'éléments qui vont permettre de se compléter les uns les autres. Si on n'a pas cette approche-là, on va continuer à faire n'importe quoi. C'est l'exemple. Est-ce qu'on a une vision stratégique pour les transports? En fait, on n'a pas de vision pour tout. À Casablanca. Pas seulement les transports. Oui. Comme je t'ai dit tout à l'heure, tous ces grands projets qui ont été réalisés, surtout pour les routes, les ronds-points, ça a commencé dans les années 90. Les plombs ont été réalisés dans les années 90. Les expropriations ont été faites à la fin des années 90. C'est-à-dire que c'était des solutions proposées pour résoudre le problème de l'époque. Il y a 20 ans, 30 ans. Oui. Ils ont été réalisés avec 20 ans de retard, alors que la ville a d'autres problèmes. On a doublé le nombre d'habitants. C'est vrai qu'il y a un décalage énorme. Et Casablanca est parti dans tous les sens. D'accord? Parce que, comme une étoile, comme disait Abdallah dans la dernière émission. Par exemple, Zénith, ce n'était pas prévu parce que ça n'existait pas. Il n'y avait rien à Bouskoura. Il n'y avait rien en Californie. La grande ceinture, c'était la fin. Après la grande ceinture, on va voir ce qui a été fait. Tout ça, c'est durant les 30 dernières années. Et tout ça fait que les problèmes ont doublé. Ce qui était réalisé, ce qu'on a réalisé aujourd'hui, c'est vraiment à mi-chemin. L'absence d'un plan d'aménagement de la ville. Parce qu'il n'y en a pas un. L'absence d'une réflexion. C'est le décalage. Encore une fois, c'est le décalage. Il y a un problème de décalage. Oui. On a précisément, comme tu dis, des solutions d'il y a 20 ans pour aujourd'hui. Et là, alors qu'on n'est plus dans la situation d'il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'on est censé repenser le... Les solutions proposées en 1980, après les événements de 1981, c'est-à-dire des complexes administratifs. On a eu 5. C'est-à-dire... c'est-à-dire tous les services de l'administration, tribunal, wilaya, préfecture, tous les services réunis dans un même endroit. Ça, c'est une vision stratégique, parce que qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas ramener le tram au métro, au bus, tu vas agrandir les artères et les rues, et tu vas résoudre le problème. Les gens vont aller là-bas, si elle a besoin d'un document, la préfecture Mchijibo, si elle a besoin d'un document chez la perception, dans le même payer ses impôts, ça peut être bon, non, mais ça, au moins, ça a l'avantage d'exister comme proposition. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelqu'un capable de donner quelque chose comme ça? Voilà ce que je propose pour Casablanca. Casa Finance City, par exemple. Casa Finance City, c'est pas pour le service du citoyen, ça. Au contraire, ça a pompé du service public. Il faut sortir de cette idée de l'entreprise privée. C'est pas une solution magique, les entreprises privées. Non. D'abord, la gestion publique. La gestion de la chose publique n'a rien à voir avec le management. N'a rien à voir. Parce que, je veux dire, moi je veux être... vous voulez qu'on parle des SDL, qu'on parle du transport Casablanca. Est-ce qu'il y a eu des études ou des sondages pour voir si les Casablancais sont satisfaits? Oui. Moi, j'en ai pas vu. Non, il y a eu des études pas sur la satisfaction, mais en tout cas, on sait aujourd'hui,
on a des statistiques très précises, détaillées sur le nombre de voitures utilisées. Je ne les ai pas trouvées au Conseil de la Ville, je les ai trouvées avant de me présenter aux élections, parce qu'il faut aussi connaître un petit peu ces sujets, sur précisément le nombre de voitures, le nombre d'usagers, de tramway et de bus. Ceux qui se transportent, le moyen de transport. Oui, et ça on le sait. Ça on le sait. C'est pour ça que souvent, souvent quand on parle de la circulation des voitures, à chaque fois, j'ai une petite... C'est pas pour ne pas en parler, parce que le problème existe, mais en même temps, il faut aussi se sortir de la chose. Et il faut se rendre compte aussi que le problème existe alors que seuls 13,5% des Casablancais utilisent leur voiture pour se déplacer. On n'est même pas sur un taux qui explique ces embouteillages là. Donc on est dans on voit bien que les réponses ne sont pas adéquates. C'est-à-dire que il y a un problème d'adéquation des réponses par rapport à un certain nombre de modes de transport. Un peu plus grave, c'est qu'en fait l'écrasante majorité se déplace à pied parce qu'elle n'a pas le choix. Parce qu'il n'y a pas de bus qui passe à proximité, il n'y a pas de moyen de transport. De fait. Ceux qui couvrent le mieux, parce que c'est une liberté totale de mouvement, c'est les taxis. Il n'y a rien d'autre. Les grands taxis et les petits. Qui posent d'autres problèmes. Au niveau de la circulation, au niveau de non-respect du code de la route. Donc ces éléments-là statistiques existent. Les flux existent. Existent pour le transport public. Pas comment ça tous les types de transport Casablanca. Non, tous les taxis, on ne peut pas savoir combien. Parce que on sait qui utilise les taxis, qui prend, et quel le nombre et tout ça. Les évaluations sont faites, c'est-à-dire que l'outil statistique, s'il y a une chose qui a beaucoup progressé depuis 20 ans au Maroc, c'est l'outil statistique. Parce qu'avant, on menait des politiques publiques pratiquement dans le noir, sans avoir... à la vue. S'il y a une chose, restez positif, c'est qu'on a de plus en plus de statistiques. Malheureusement, on ne les utilise pas. On va les chercher. Bon. Mais on les rend pas publics. On les partage peu. Mais l'outil statistique est fondamental. C'est le fondement de toute politique publique. Si on ne sait pas combien on a d'habitants à tel endroit et quels sont les besoins de chaque... on navigue... Je vais illustrer ce que je disais par ça. Je ne sais plus, récemment, je ne sais plus quel élu a fait cette... sorti en expliquant que oui, on va enfin peut-être pouvoir finalement percer cette fameuse avenue Royale sur le... Oui, mais ça fait 25 ans. Est-ce qu'on en a encore besoin ? Apparemment, il va avoir un pont... Non, je suis pas sûr. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Voilà. J'ai un problème, là. Non, mais ça fait 25 ans. Il y a 25 ans, on est en train de parler d'une ville qui n'avait pas Hayr Rahma, qui n'avait pas Loulfa, où il n'y avait pas... Bouskoura était vraiment... Bouskoura et pas Casa Finance City. Il n'y avait pas, comme tu dis, tout ce qui a été construit de l'autre côté du périphérique. Et on est encore en train de dire « Ah, l'avenue Royale ». Non, il faut tout refondre, là. On peut pas ressortir des cartons... Des vieilles recettes comme je disais, sans statistiques, sur une époque où il y avait sans statistiques, et par un espèce de volontarisme comme ça, on serait presque soulagé de voir que les éléments juridiques ont finalement retardé, parce qu'on n'en a peut-être pas besoin. Et ce serait très grave qu'aujourd'hui, on décide de le faire sans avoir... Moi, je veux bien, mais sans réétudier la question avec les conditions réelles, ce serait une catastrophe. On y va directement. Ça pourrait être une catastrophe. C'est-à-dire, on ne connaît pas les conséquences de ce genre de ce type de décision. Et c'est pour ça qu'encore une fois, là, je reviens sur le fait, il y a un problème, effectivement, de collecte d'éléments. Ça sera pour conclure, parce que je dois rendre l'antenne. Pas de problème dans ce sens-là. Et l'autre problème que nous connaissons, qui est en relation avec les SDL, c'est que, comme dans toutes les villes du Maroc, nous avons des décisions qui sont prises à Rabat concernant Casablanca. Marrakech et pour Agadir, la même chose. Pour toutes les villes du Maroc, on subit tous cette espèce de diktat de la capitale. C'est même pas la capitale, c'est la vision de quelqu'un dans un bureau qui n'a aucune idée des réalités locales, de l'adaptation des attentes, et qui crée un espèce de décalage complet entre ce qui est dépensé et la satisfaction.
du citoyen. Le décalage est énorme parce que il y a un refus de communiquer avec les citoyens. Et les décisions sont prises. C'est le plus grand absent de l'équation. Mais j'ai un petit mot pour finir. Je vous laisse le mot de la fin. Et j'aimerais bien, au niveau de cette émission magnifique, je vous en félicite. Merci beaucoup. De consacrer une émission sur le transport scolaire. Parce qu'il y a un sacré problème aujourd'hui. Les écoles refusent d'assurer le transport scolaire. Parce que vous savez, si pour être à 8h, il faut sortir à 6h30, alors vous imaginez le premier enfant qui doit monter dans le bus pour venir de Woulfa à Randi. Ou là, pour venir d'Ainsba à Randi. Et on répare déjà le problème pourquoi un enfant de l'Oulfa... et les parents qui stationnent en deuxième, voire en troisième position. Ça existe. Non, mais bien sûr que ça existe. Je dis, mais c'est juste affligeant. Oui. Ça, c'est en relation avec un autre gros dossier qui est la disparition de l'école publique, qui oblige des gens à s'inscrire dans le privé très loin de chez eux. Vous êtes obligé d'avoir une grosse bagnole pour transporter vos enfants à l'école, d'aller les chercher à 16h. À l'embouteillage, à 8h, ça explique tout. Toute la crise... C'est là, parce que on a vraiment un sacré problème, parce qu'il y a l'absence, parce que quand ils sont en vacances, au moins, on respire. La circulation est plus fluide. Surtout nous, à Randi, là où il y a une concentration de grandes écoles en plus, il y a les travaux du tram, et les travaux de la trémerie, et les travaux du busway. Rien que les écoles à Bensina, Randi. C'est une concentration, c'est un triangle d'or des écoles privées. Parce qu'il y a les villas. Faut voir ce qui se passe. Et les parents qui stationnent en deuxième, voire en troisième position parce que... Voilà. Donc c'est la fin de cette émission. Merci Abdallah Bakel d'avoir accepté notre deuxième invitation encore une fois. Avec plaisir. Najib, la même chose, merci infiniment. C'est un plaisir de vous recevoir tous les deux. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre débat, avec d'autres invités. D'ici là, portez-vous bien. Jeudi prochain à 19h, sans faute. À bientôt. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم وما تنسوش ابوناو في لاشين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد بلانكا تيفي.